Bonjour et bienvenue aux petites jasettes pédagogiques. Bienvenue aux Jasettes pédagogiques. Aujourd'hui, je jase avec Stéphane Bon, un prof à l'Université de Hearst, pour nous parler aujourd'hui de l'autisme et toutes les nouveautés, les termes, comment intervenir, comment parler aux parents et plein d'autres choses. Donc, bienvenue, Stéphane. Merci beaucoup. Merci pour l'invitation. Toutes mes études, donc j'ai fait mon doctorat sur l'autisme, donc j'ai fait l'évaluation de l'enfant autiste, donc ça tombe bien dans le sujet de 0 à 5 ans. C'était ça mon intérêt à l'époque. Par la suite, j'ai travaillé à l'hôpital pour enfants CHIO dans le programme d'autisme pendant quelques années. Et à partir de ce moment-là, j'ai vraiment développé un intérêt pour justement intervenir puis développer un modèle de service qui permettait de mieux répondre aux besoins des enfants autistes. Donc, j'ai fait l'ensemble des conseils scolaires en Ontario. Et je poursuis encore, ça fait 30 ans que je travaille là-dedans. Je veux dire, à la base, j'étais en santé mentale, mais mon fils a reçu le diagnostic à 3 ans. Et donc, à partir de ce moment-là, je me suis vraiment familiarisé parce que j'aimais pas ce que les gens disaient par rapport à l'autisme et je voulais comprendre. Et donc, c'est un peu ça qui m'a emmené dans cette lignée-là par rapport à l'autisme. Et là, tu disais, tu es chercheur, tu es prof à l'Université de Hearst, tu es chercheur et tu m'as dit un autre Clinicien. clinicien. Donc, comment est-ce qu'on peut démystifier l'autisme en petite enfance? Donc, nous autres, on travaille 0 à 5 généralement. Mhm. Puis, ouais, comment est-ce qu'on peut démystifier ça? Mais je pense que ce qui est important, c'est les gens, souvent, ce qu'ils connaissent de l'autisme, ils connaissent ce que les manuels diagnostiques vont dire. Tu sais, ils vont regarder sur des symptômes, sur certains comportements. Ce qu'il faut que les gens comprennent de plus en plus, et c'est un peu ça que je fais depuis 15 16 ans, c'est les premiers signes que l'on voit chez l'enfant autiste, c'est des signes de problèmes d'autorégulation. Donc, les troubles du sommeil, l'alimentation, la propreté sont à la base des éléments qui, souvent, vers 36 mois va mener vers un diagnostic. Donc, le fait d'avoir des problèmes d'autorégulation fait en sorte que c'est là qu'on va voir les premières manifestations. Mais dans les premiers mois de la vie, un parent peut déjà voir par le manque d'intérêt, l'incapacité de l'enfant d'avoir une intention avec son parent quand il lui parle, le manque aussi de flexibilité, donc il veut tout le temps que ça soit une routine. Et donc là, à partir de ce moment-là, les parents souvent vont voir, ah oui, le langage, c'est une chose, mais il y a des signes avant-coureurs, dont la grosseur de la tête, c'est important. C'est un des premiers signes. De l'enfant, on va voir souvent qu'il y a certaines difficultés. Et aussi au niveau émotionnel, les enfants autistes, souvent, ils ont des problèmes importants de régulation émotionnelle. Donc, ce qu'on appelle l'auto-apaisement, par exemple, dans la petite enfance, quand l'auto-apaisement, c'est l'enfant, le papa ou la maman n'est pas là, va apprendre à réguler ses réactions émotionnelles une fois qu'il joue et tout. L'enfant autiste, souvent, et lorsqu'il y a l'attachement est avec le parent, quand on arrive dans un milieu nouveau, ben, il va avoir des difficultés. Et c'est pour ça que les enfants autistes, dans des environnements, vont chercher des points de repère. Et parce que l'enfant autiste, dès que la petite enfance, va développer des séquences d'action. Donc, quand vous entendez le mot séquence de comportement ou de trait autistique, les enfants, ils compensent par leur incapacité de communiquer et de se faire comprendre par des comportements autistiques qui fait que ça peut inclure une éducatrice dans la séquence et tous les comportements qui viennent avec. Donc, déjà, il y a des outils standardisés qui nous indiquent que déjà vers 12 mois, on peut poser un diagnostic, là. Wow! C'est que ça a changé parce que moi, quand j'étudiais comme quand j'étais au collège, on disait qu'on posait pas de diagnostic avant l'âge de 5 6 ans. Donc, ça a changé au fur et à mesure du temps et des années. Euh, Est-ce que tu peux expliquer un petit peu qu'est-ce qui a contribué à ce changement-là? Comme comment se fait avant, est-ce qu'on disait, ah, on peut pas poser de diagnostic avant un certain âge, puis maintenant, on peut voir les signes très précoces. Oui. Ben, c'est intéressant, puis c'est une bonne question parce qu'à la base, avant, ce qu'il faisait, c'est qu'il posait un diagnostic provisoire. Il disait qu'il y avait un trouble envahissant du développement non spécifié. Donc, tu pouvais avoir ça à l'âge de 12 ans.
et tout. Donc, c'était dans les vieilles versions du DSM. Quand le DSM 4R et le cinquième est arrivé, c'est qu'à partir de ce moment-là, ils ont mis des critères spécifiques. Il faut que tous les enfants répondent à ces critères-là pour poser le diagnostic. L'autre chose qui est importante, qu'il y a beaucoup de gens qui ne saisissent pas, incluant les parents, c'est qu'il y a différents sous-groupes d'autisme, hein. Tu as l'autisme précoce, qui fait que le parent, dans les premiers mois de la vie, le sait que son enfant a des difficultés. Tu as l'autisme à début tardif. Ça veut dire que c'est tout ce que le monde connaît. Donc, tu parlais que, tu sais, moi, je me souviens quand j'étais intervenante et tout, ce que tu parles, c'est l'autisme à début tardif, c'est que les parents vont dire, mais il était normal, il y avait un développement normal, puis tout d'un coup, il s'est passé quelque chose entre 18 puis 36 mois. C'est le profil qui est le plus connu. Et après ça, tu as ce qu'on appelle l'autisme à début tardif avec régression. C'est des enfants qui avaient tu sais, atteint certains niveaux au niveau de leur développement. Puis là, à un moment donné, il s'est passé quelque chose et ils ont régressé, ils ont perdu des habiletés qu'ils avaient. Et donc, c'est un peu ça la différence, c'est que les gens se basent trop sur la dimension psychiatrique de l'autisme avec les critères diagnostiques au lieu de comprendre la dimension beaucoup plus développementale. Et c'est pour ça qu'on dit que l'autisme, maintenant, c'est un trouble neurodéveloppemental parce que les premiers signes sont beaucoup plus axés sur la maturation cérébrale et non Ah. juste le fait de dire que c'est des comportements qui se développent, là. Hmm. Donc, y a-tu, évidemment, il doit avoir des bienfaits à un diagnostic précoce, tu sais, parce que si on attendait 5-6 ans avant de poser un diagnostic, mais ça veut dire qu'on attendait aussi 5-6 ans avant de donner des stratégies, avant d'offrir du support, de l'appui à ces enfants et ces C'est parce familles-là. que plus on intervient, plus il y a une prise en charge jeune, mieux c'est. Parce que dans le fond, ce qui est important, tu sais, si on parle du jeu, tu sais, votre expertise dans les éducatrices, d'enfance, les EPE, votre expertise, c'est le développement de l'enfant et aussi l'aspect du jeu. Ce qu'on sait de l'enfant autiste, c'est qu'il ne développe pas le jeu de la même façon. Donc, souvent, il est plus un observateur. Souvent, il reste, on va dire tout le temps, tu sais, il est dans le jeu, mais il est parallèle ou il fait du jeu solitaire, c'est des premiers signes. Le fait qu'à l'âge de 2 ans, on sait que l'enfant autiste a de la difficulté à développer l'imaginaire, fait en sorte que déjà là, il commence à développer des rituels, des traits autistiques. Donc, il va manipuler les voitures, et il va se pencher pour regarder les roues. Donc, ce qu'il fait, c'est qu'il développe des fixations pour des parties d'objets, mais il ne sait pas utiliser l'objet dans un contexte du jeu. Ça, c'est déjà un élément qui est important pour qu'il soit en garderie ou qu'il soit à la petite enfance ou qu'il soit en maternelle jardin. C'est la même chose dans les milieux scolaires présentement. L'autre chose qui est importante aussi, Mélanie, c'est l'attention conjointe. C'est la capacité d'un enfant tout jeune. On le voit à la maison, les parents doivent prendre conscience de ça. C'est l'enfant qui ne développe pas ça. C'est l'enfant qui n'a pas une intention de communiquer. Donc, quand il va vers un adulte, souvent, par exemple, les gens vont se tromper, des éducatrices et tout, l'enfant autiste va te prendre la main pour te tirer vers un endroit dans la garderie ou tout. Et là, les gens pensent, waouh, il me communique et tout. Non, c'est vraiment ce qu'on appelle proto-impératif. Donc, quand tu as des comportements proto-impératifs, c'est que tu utilises l'autre pour obtenir quelque chose, mais il n'y a pas une intention. Et chaque maman qui développe, qui travaille, puis papa qui travaille avec leur enfant, ce que tu veux, c'est développer l'attention conjointe. C'est les premiers signes qui vont nous indiquer la complexité du développer le langage, la socialisation, puis surtout la régulation émotionnelle. Donc, plus on est bon à observer les séquences de comportement autistiques et aussi comment est-ce que l'enfant interagit avec son environnement, comment il interagit avec la présence de d'autres enfants et surtout comment il interagit avec l'adulte, on est en meilleure posture pour mettre en place un plan d'intervention pour aider l'enfant, là. Mhm.